Salam alaikum Zulflawan, bonsoir sur Microscope. Ce soir, nous allons parler du Conseil de ministres du président de la République, donc animé hier, consacré à un projet de loi définissant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir au Parlement, ainsi qu'à des exposés concernant l'importation d'1 million de têtes de moutons pour l'Eid al-Adha, les préparatifs de la saison du pèlerinage et un projet de loi aussi ou de plan national pour la jeunesse. Voilà, donc Abdelmajid Tebboune qui relance le débat sur l'histoire des moutons en Algérie et surtout sur les réseaux sociaux depuis hier. Beaucoup se posent la question sur l'importance de ces conseils de ministres, sur les objets aussi, les objectifs de ces conseils de ministres. Est-ce que le président de la République est toujours censé être là pour parler des moutons, pour parler de la jeunesse, pour parler de l'allocation au chômage? Donc nous allons essayer de se poser ces questions ce soir avec nos invités ici sur le plateau. Et bien sûr, avant de commencer, nous allons souhaiter une belle journée de lutte pour les droits des femmes à l'occasion du 8 mars. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau Gamal Abina, analyste politique. Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Marhaba bik. Avec nous aussi Adel Boucharguine, militant politique. Bonsoir. Bonsoir Hussein, bonsoir Gamal et bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Merci. Alors, je rappelle, je précise Adel Boucharguine, militant et journaliste aussi. Gamal Abina, alors, ces conseils des ministres, à chaque fois, il y a débat, il y a polémique autour de ces conseils de ministres. Peut-être parce que certains se disent que Abdelmajid Tebboune n'est pas obligé peut-être d'être là à chaque fois autour de ces petits sujets, j'allais dire. Alors, je vais relativiser quand même, parce qu'un million de moutons, c'est quand même pas un petit sujet, c'est un gros budget quand même. Oui. On est sur des sommes quand même qui commencent à accumuler aux dizaines de millions d'euros, je pense. Ensuite, les questions de la jeunesse sont des questions essentielles. Là aussi, c'est pareil, c'est pas des petits sujets. Je pense qu'un chef d'État, au contraire, doit être présent. Je pense que c'est un rôle, non pas qui lui est dévolu, mais quand il y a des tournants importants comme ça, quand il y a des questions budgétaires assez lourdes, quand effectivement on parle de la jeunesse, parce que la jeunesse c'est vraiment le moteur de l'Algérie, il faut vraiment le valoriser, je pense que le chef d'État est à sa place. C'est plutôt le contraire. J'allais dire en France, par exemple, on a un chef d'État qui est peu présent dans les conseils, qui va plus ou moins, qui prend la photo. Là, il y a une implication personnelle et ça me paraît intéressant dans la mesure où, effectivement, ça correspond un peu à la lignée qu'il a eue depuis le début, à savoir s'investir réellement sur les questions économiques. Et je pense qu'il ne passe pas à côté là-dessus. Justement, très bien, puisque vous avez parlé de la France. Pourquoi on ne voit pas ça en France chaque semaine? Alors, en Algérie, on a la réunion du gouvernement le mardi, on a la réunion du Conseil des ministres le dimanche. Chaque semaine. Oui, j'entends même, moi, ça me paraît... Est-ce que c'est pas certains parlent du populisme, certains parlent d'effets d'annonce. Alors, populiste ou populaire, il faut voir. Moi, Oui. Ce que je note juste, c'est que moi, je préfère un chef d'État qui s'investisse pleinement, qui soit sur le terrain, qui participe aux réunions, qui montre un intérêt, plutôt qu'un chef d'État qui est au-dessus de la mêlée, qui joue un petit peu l'évanescence, on ne sait pas ce qu'il fait, et qui ne participe pas des questions qu'il a dit. La question, par exemple, du mouton, c'est une question importante. Il y a deux dates importantes dans le calendrier musulman. Ça en fait partie. Il a raison de s'investir. Ensuite, un président omniprésent me paraît plus intéressant, ça veut dire qu'il bosse, ou du moins au minimum, il fait avec de présence s'intéresse au dossier, qu'un président absent. Vous me direz, le ministre pourrait gérer, oui. Les questions internationales sont importantes, oui. Le chef de gouvernement, le Premier ministre. Tout à fait, mais il ne faut pas oublier d'où vient le président de la République. Il avait un ministère à l'époque, il était très impliqué. Donc il y a une logique intellectuelle dans sa démarche. C'est un homme de dossier, c'est un homme qui s'intéresse aux dossiers, qui regarde les chiffres, qui regarde l'avancement des dossiers. Donc moi, je trouve que c'est plutôt ça, parce que ça montre à la population que lui-même fait les efforts, alors qu'il est quand même âgé aujourd'hui. Oui, mais ce n'est pas l'avis de tout le monde, parce que certains, justement, je parlais de populisme. Certains, justement, voient ça comme du populisme. Parce que c'est une manière d'essayer, encore une fois, de racheter la paix sociale avec une question de moutons, qui a montré d'ailleurs son échec l'année dernière, je pense. Oui, en fait, une fois n'est pas coutume, je vais déroger à la loi comme... à la règle, oui. À la règle, en fait, la règle ou la loi du plateau, parce qu'en fait, hier, c'était le 8 mars. Oui. Et le 8 mars, on n'était pas là sur le plateau. Mais j'aimerais quand même saluer toutes les femmes du monde, particulièrement les femmes qui se battent pour leurs droits, parce que le 8 mars n'est pas un jour de fête, mais un jour de combat, de lutte pour l'émancipation et tous les droits de la femme. J'aimerais, à partir de ce plateau, saluer à la présence de Ouergla, la militante
emprisonné Ablaq Mari. J'aimerais saluer également à la prison de Qli'a, pas loin d'Alger, la militante Wafia Tijani, qui souffre d'une blessure en ce moment en prison. J'aimerais également saluer la militante et la prof universitaire Mira Moknesh, qui n'a fait qu'exprimer ses idées, mais qui se retrouve en prison parce qu'elle est militante. J'aimerais aussi saluer dans le même établissement pénitentiaire la militante Fatma Boudouda, qui est là depuis 2 ou 3 ans, je pense, et qui est totalement oubliée du grand public. On la cite presque. Mais j'aimerais aussi préciser que plusieurs militantes algériennes ont été hier à Place de République, en France, pour participer à la marche et les rassemblements traditionnels du 8 mars, parce qu'ils ne peuvent pas le faire en Algérie. En Algérie, le droit à la manifestation, le droit à l'expression n'est que encre sur papier. Ils ont d'autres droits en Algérie. Ils ont eu droit hier à des rassemblements, mais bon, dans des salles, en Algérie, en présence de pas Saïd seulement, Chegriha, en présence de ministres, en présence de... Pas seulement en Algérie. On l'a vu aussi à travers tous les consulats d'Algérie en Europe et partout dans le monde, cette folklorisation du 8 mars. C'est-à-dire, au lieu que ce soit un jour où les rues sont libres, sont libérées aux femmes pour qu'ils manifestent et qu'ils s'expriment et qu'ils disent ce qu'ils voient de bien ou de mal dans ce pays, dans leur quotidien comme femmes. Mais l'État algérien, les gouvernants algériens ont voulu faire de cette journée... Mais est-ce qu'il y a une association qui a essayé de marcher hier? Aucune association ne peut essayer... Est-ce qu'il y a une association qui a déposé une autorisation à une demande? Aucune association n'a essayé et aucune association ne pourrait essayer dans le contexte actuel. En ce moment, c'est la chape de plomb en Algérie. Aucune association n'a le droit d'exercer ses droits constitutionnels. Des partis politiques, on vient de voir l'adoption d'une nouvelle loi sur les partis politiques et de la vie même des partis politiques en Algérie. On a discuté avec les premiers responsables de partis politiques en Algérie. Ils décrivent une loi scélérate, une loi qui t'interdit en fait de faire de la politique alors que tu es responsable politique. Tu es cadre sur les partis. Oui, d'ailleurs, on peut en parler d'ailleurs. C'est l'occasion. On ne peut pas trop en parler. Moi, j'ai eu que des bribes de la part des responsables politiques. Du concept général, justement. Par exemple. On ne peut pas parler du concept général d'une loi de parti politique. On peut parler de la politique en Algérie. Mais d'une loi, il faut d'abord la consulter. Il faut la consulter, il faut demander l'avis des... C'est normal, c'est parti. Par contre, il y a un truc qui m'intéresse, mais d'abord, il faut rappeler que le 8 mars... Le 8 mars, ça vient de la gauche. Tout comme le 8 mai. Oui, absolument. Il décrète le droit des femmes. Et c'est quelque chose qui est mondial. Après, on ne manifeste pas dans le monde entier aussi. Mais j'ai envie de dire simplement, c'est que la problématique en Algérie, il y a des choses positives quand même, qui viennent du socialisme. Un homme a le même salaire qu'une femme. J'ai vérifié sur place. J'ai été faire des sondages. Effectivement, ils garantissent de façon égale ce qu'on n'a pas dans certains pays, en France en particulier. On n'a pas cette égalité de droit en termes de salaire, de traitement. Et ça, c'est déjà un respect pour les femmes. Ensuite, effectivement, le fait que 60% quasiment des universitaires sont des femmes. Il y a des progrès considérables sur le terrain féminin en Algérie que beaucoup n'ont pas. Des lois qui ont imposé une parité homme-femme ou qui ont au moins une représentation à l'Assemblée de 30% de femmes. Donc tout ça, c'est quand même des avancées qui sont quand même substantielles de qualité dans un pays du Sud, il faut le rappeler. Ça, on part de loin. Mais bon, on ne parle jamais des avancées. Il n'y a pas de parité. Non, il n'y a pas de parité en femmes. Il y a un quota qui a été imposé avant que la parité ne soit installée ici. Je veux dire, c'est dire que l'Algérie l'a précédé. Et sur ce point, moi, je porte j'incombe la même responsabilité à la fois à ceux qui humilient la femme algérienne avec un quota de 30% et aux partis politiques. Je ne sais pas s'il humilie, au contraire, c'est une bonne chose.
Imposer un quota. Oui, parce que les hommes ne sont pas là. Ce n'est pas une. Non, c'est un peu le quota. C'est comme pour les immigrés. Aux partis politiques et à l'élite algérienne, responsabilité associative, à la société civile, de former des femmes politiques. C'est pas le problème de formation, c'est le problème de l'exclusion. Les femmes sont formées en Algérie. Elles sont plus par les hommes. Il y a un véritable patriarcat, il y a une mentalité patriarcale très lourde. Quand on est un parti politique, démocrate, mais ça ne veut rien dire. L'émancipation, etc. Oui, mais les Français sont démocrates et pourtant les partis n'ont pas imposé ça. Quand on fait des quotas, c'est parce qu'il y a un problème, il y a un blocage. Quand l'État, et c'est très bien de faire des quotas, impose un quota, ici par exemple sur la question de l'immigration, les gens issus de l'immigration sont racisés, exclus. Ils ont imposé des quotas et c'est très bien. Parce que si on attend de la part de la société qu'elle évolue spontanément, ça ne marche pas. Par la loi, on l'a vu aux États-Unis avec l'affirmative action, c'était positif, ça permet de monter. Quoi aujourd'hui, ni les hommes ni les femmes n'ont le droit d'exercer leur droit constitutionnel, qui est le droit politique en Algérie. C'est ça la question qu'il faut se poser. Je pense qu'il exerce. Moi, je pense qu'en termes de droits et de devoirs, il y a obligation que les hommes soient traités comme les femmes. Voilà, c'est pas négociable. Je pense qu'un pays du Sud comme l'Algérie, qui, il faut le rappeler, on est en Afrique quand même, a eu des positions extrêmement positives par rapport aux femmes. C'est quand même un pays qui n'a pas démérité par rapport à tout le monde arabe. On est quasiment avec la Libye et les Tunisiens aussi, les plus avancés. Le reste, c'est vraiment très, très rétrograde. Je pense que là-dessus, on devrait quand même féliciter les autorités algériennes de faire le travail. Ouais. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est l'exercice politique qui est aujourd'hui interdit en Algérie. Est-ce que les gouvernants algériens aujourd'hui, à l'occasion du 8 mars, au milieu de tout ce folklore, ils peuvent m'expliquer pourquoi ces femmes sont en prison? Alors, comme je ne connais pas le dossier, je ne vais pas en parler. Est-ce qu'elles peuvent nous expliquer aujourd'hui pourquoi une dizaine d'avocates sont interdites de quitter le territoire national? Alors, comme je ne connais pas les noms, moi j'ai un truc chez moi, un principe humain, c'est que quand on parle d'un sujet que je ne connais pas, ou que je n'ai pas consulté, que je n'ai pas étudié, je ne vais pas me prononcer, parce que d'abord, je ne vais jamais à l'aventure. Une fois, on m'a posé une question, par exemple, sur la question de l'éducation en France, avec le gender. Je ne connaissais pas, je me suis abstenu. C'est-à-dire que je parle de sujets que je connais. Vous parlez d'économie, je peux en parler, de politique internationale, je peux en parler, mais là, vous m'avez dit 4 noms que je ne connaissais pas, dont un vaguement. Je ne vais pas vous dire c'est bien, c'est pas bien, je ne connais pas du tout le dossier, donc je ne vais pas ni les charger, ni les défendre. Je ne suis pas en mesure de le faire. Est-ce qu'il faut connaître le dossier? Excusez-moi, mais est-ce qu'il faut, il faut se documenter pour savoir que l'Algérie, c'est une dictature? Alors moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas me documenter pour savoir. Il y a des droits et des devoirs en Algérie. Par exemple, le MAC est interdit à juste titre. Pourquoi? Parce que c'est un parti qui a, il faut le rappeler, les gens oublient ça. Farhad Meni a demandé aux Algériens de prendre les armes. Donc là, on est sur de la subversion et c'est inadmissible. Donc il est normal qu'ils soient catalogués terroristes parce qu'ils appellent au terrorisme. Mais quand on a des opposants, par exemple... Qui a maintenu le MAC pendant toutes ces années? La France. La France. Non, c'est l'Algérie. Non, la France. C'est les services algériens qui l'ont maintenu. Hébergé par les Français, soutenu par les Français et puis financé par les puissances étrangères. Moi, j'étais étudiant lorsque Farhad Meni a proclamé le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. Farhad Meni est venu. Il faisait un tour des cités universitaires en Algérie où il déroulait son projet d'autonomie de la Kabylie et il était escorté par la police. Preuve qu'il y avait un peu de démocratie, mais il faut être très clair sur un point. Le MAC, ça me fait rigoler parce qu'ils se font appeler le MAC, moi j'appelle ça le MIC. Pourquoi? Parce que le MAC dit quoi? Mouvement autonomiste kabyle. Donc l'autonomie ne dérangeait pas les autorités, c'est pas grave l'autonomie. C'est par la suite la radicalisation. Alors que avec le mouvement indépendance kabyle, donc le MIC, c'est comme ça qu'il faut s'appeler. Là, on est dans autre chose, dans quelque chose de sale. D'un mouvement qui clairement a des postures racistes. Il parle des Arabes et d'eux, donc on ne sait pas de quoi il parle. Ça, par contre, c'est condamnable. Je comprends que l'Algérie, quand elle entend parler d'indépendance, alors qu'ils ont perdu sur le plan des idées, je veux dire, ce qui se passe en Algérie, c'est qu'on a réglé la question des régions, on a réglé la question de la culture. Mais vous n'êtes pas sans savoir que les mouvements séparatistes tels que le MAC, ils sont contrariés par la démocratie. Il n'y a que la démocratie qui peut contrarier un projet séparatiste. Ce n'est pas en classant le MAC comme organisation terroriste que ça va l'éradiquer. Au contraire, j'ai un contre-exemple. Pourquoi ne pas offrir le débat sur ces questions? Alors là, j'ai un contre-exemple. Donc, les mouvements autonomistes, ici, par exemple, en France, la comparaison est intéressante. La France est une démocratie, je pense. Ils ne veulent pas entendre parler des mouvements autonomistes bretons. Le Front Libération de Bretagne, ils ont éradiqué. Les Corses, pareil. Et la Kanaki, pire encore, il y a un des leaders Kanak qui est en prison, qui pourrait en prison en France. Là, on est sur un pays démocratique qui n'ouvre pas le débat.
Parce que ce n'est pas le débat démocratique qui est interrogé, c'est l'intégrité territoriale. Or, les Algériens, et Dieu merci, tous les Algériens, berbères, chaouis, kabyles et targuis inclus, ont lutté pour notre indépendance. Et quand un élément radioactif comme ce Farhat Meni va attaquer l'intégrité du pays et va nous casser le pays littéralement parce que monsieur a des lubies, parce qu'il a un problème psychologique, là, je ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce que cet homme-là... Excusez-moi, je ne parle pas du débat contradictoire sur l'autonomie ou l'autodétermination d'une région à une autre, mais je parle du débat démocratique dans sa globalité. C'est-à-dire, en France, le débat démocratique, il est assuré sur les plateaux de télévision. Ça dépend, ça parle de Palestine. Mais quand la majorité des Français vivent et évoluent dans cette démocratie, dans ce débat libre, une expression autonomiste ou indépendantiste... Libre, je ne sais pas si les insoumis sont d'accord. Les insoumis, mais pas que. Je vous donne un exemple concret. Personnellement, j'ai été viré de la télévision française. D'ailleurs, on ne reçoit pas en télévision française parce qu'ils ont un problème avec moi. Je ne correspond pas au cliché qu'ils attendent de moi, la racaille de cité ou le type avec un accent du bled. Donc, eux, ça les dérange parce que ce type-là, il n'est pas comme les autres, il n'est pas net. Et en plus, il a dit répondant. Mais j'ai été viré pourquoi? Parce que je parle de Palestine. Ah là, par contre, il n'y a pas de démocratie. Ensuite, la France envoie des forces face aux fiers combattants iraniens. La France n'interroge pas son peuple. Au nom de quoi elle envoie des forces là-bas? Parce qu'il y a un homme qui est autocrate. Après, en France, on a vu dans un même plateau ceux qui défendent Israël et ceux qui défendent la Palestine. Et à Alger, on a interdit aux Algériens de marcher pour la Palestine. Il y a une grande manifestation qui a été faite. C'est une manifestation qui a été encadrée par les services algériens. À la différence, à Tel Aviv, des Israéliens opposés au projet de l'extrême droite de Netanyahou, ils étaient là à manifester leur colère. Oui, mais la différence notoire, c'est que dans la démocratie, on dit cause toujours. C'est-à-dire qu'on laisse parler. Dans un pouvoir un peu plus dirigiste, on dit ne parle pas, c'est dangereux. Alors en Algérie, le problème c'est qu'il y a des réalités, il y a des dangers, ils sont réels. On voit la Libye à côté. C'est quoi? Le danger, c'est les forces extérieures qui cherchent à nous nuire. La France, prenons la France pour l'exemple. Quand on a vu la sortie violente de Retailleau pendant des mois, une obsession anti-algérienne, le Front National anti-algérien, tout le monde est anti-algérien. Évidemment que ces forces la poussent. Évidemment qu'elles ont un prisme anti-algérien qui est marqué. On a en plus des extrémistes qui sont réfugiés en France, le MAC, qui sont nourris par la France. Évidemment qu'il y a un problème. C'est quoi? Et vous pensez que le discours de l'extrême droite en France peut nuire à l'Algérie? Oui, clairement. Oui, tous les jours. On a que ça. Attends, il y a une algérophobie qui s'est dégoûtée. L'extrême droite arrive au pouvoir. Non, mais sinon, revenons. 70% des Français sont opposés à la présence d'Algériens en France aujourd'hui. C'est ça. Comment peut-on dire que l'Algérie est forte avec une armée forte? Mais pourquoi? Non, mais moi, je suis contre le fait de le dire. Discours de Retailleau. Retailleau, il n'est même pas écouté dans son camp politique. Comment peut-on avoir peur sur l'Algérie de son discours? Je vais dire tout de suite, comment on peut avoir peur d'un vulgaire petit caporal qui sortait difficilement de la guerre aveuglé et qui, à peine après la guerre, donc on est en 18, et qui a rien à voir. 13 ans plus tard, ce n'est pas le même contexte. Non, le contexte est le même, c'est un bis repetita. On n'aura pas évidemment les costumes dans la rue, mais on a quand même une offensive violente d'extrême droite qui dit quoi? Qui fait monter dans l'esprit des gens que le problème est algérien. Là, récemment, j'ai fait un média avec une sioniste connue de France, Shannon Seban. Elle nous explique quoi? Parce qu'ils sont dans une lubie. Alors maintenant, moi, l'islam, mais quand même, les frères musulmans existent en France. Ça n'existe pas, elle continue à dire ça. Je lui ai demandé un nom, il n'a pas eu. Je l'ai humilié à cause de ça parce qu'elle mentait. Et maintenant, le prisme est anti-algérien. On est passé de l'islam à l'Algérie. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que c'est pas Retailleau tout seul. Il n'est rien, Retailleau. C'est un petit bonhomme. C'est que c'est un courant de pensée qui sortait de l'extrême droite, qui arrive sur la droite nationale. Et la droite et l'extrême droite liés ensemble, c'est anti-algérien aujourd'hui et c'est dangereux. Et bien avant Retailleau, qu'est-ce qui a empêché l'Algérie de devenir une démocratie? Alors pour moi, c'est une démocratie. Isabelle Adjani qui parle de frères musulmans athées. Mais moi, cette femme-là, elle m'a dégoûté, pas maintenant. Elle m'a dégoûté quand elle vient donner des notions de démocratie en 91. Mais qui est-elle pour parler? Qui est-elle? Revenons un peu à nos moutons. À nos moutons, exactement. Ça tombe bien. Non, sinon, pour les partis politiques, je vais quand même poser ma question. Parce que ma question était toute simple. C'est que comment peut-on parler d'un projet de loi régissant les partis politiques en Algérie sans inviter tous les partis justement autour de la table? En fait, on parle d'un projet avec le RND, le FLN et Ben Grina pour justement nuire au RCD, au MDS et aux autres partis qui ne sont pas là autour de la table.
Alors, est-ce que c'est normal? D'abord, c'est un jeu politique, ça c'est classique, mais au-delà de ça, un projet de loi, c'est un projet, d'accord? C'est pas, pas voté. Ça va être discuté, j'en suis persuadé. Oui, mais bon, on connaît tous comment ça se passe. Un projet, c'est un... Non, ça dit non, c'est pas vrai. La preuve, ils ont fait un projet de loi pour criminaliser la colonisation. On m'a interrogé là-dessus. On m'a dit oui, est-ce que c'est normal qu'on... Ben oui, ils discutent en première lecture, seconde lecture. Tous les termes qui étaient trop offensifs ont été retirés. Pourquoi? Parce que le président, et à juste titre, a dit, nous n'avons pas besoin de l'argent de la France. On veut que la France reconnaisse ses crimes, mais présente des excuses. Ça nous va très bien. Non pas que ça répare les crimes, mais ça permet d'avoir une relation qui démontre que la France, dans une posture dogmatique, et ce n'est pas une question financière, refuse de reconnaître ses crimes. Et aujourd'hui, les idées ont avancé. Royal le dit, De Villepin le dit, à gauche comme à droite. Donc c'est pas mal. Donc là-dessus, on a marqué des points. Oui, sur les partis alors. Alors sur les partis, c'est pareil. Oui, quand il y a un projet de loi, inviter le RCD autour d'un débat. Sincèrement, je pense qu'ils vont être invités. Parce que je ne vois pas pourquoi ils ne sont pas invités. Je pense que tous ces partis ont toujours participé à la vie politique algérienne, le RCD en particulier. Donc je pense qu'il y aura des discussions. Je ne suis pas inquiet. Je pense que l'Algérie est un pays qui devient de plus en plus fort. Et parce qu'il est fort, je ne parle pas de l'armée, je parle de puissance économique. Parce que l'armée, on garde de côté. Il vaut mieux considérer, comme l'Iran l'a fait très bien, être mesuré dans le propos sur l'armée et la laisser se renforcer, plutôt que de se vanter comme certains sur Internet et finalement le mettre en danger. Donc c'est très bien d'être dans le mutisme. Par contre, sur la question économique, c'est essentiel. C'est une bataille qu'on doit mener. Tous les Algériens, je le répète en permanence, doivent investir dans leur pays. Même s'ils n'aiment pas les dirigeants, vous devez mettre de l'argent dans votre pays parce que c'est la prochaine bataille à remporter. On a gagné la révolution. Non, mais c'est pas une question d'amour. Non, mais c'est pas une question d'amour avec nos dirigeants. Non, mais on peut l'aimer, sur les partis politiques. Parce que c'était le sujet hier dans le Conseil des ministres. Les partis politiques. C'est un projet de loi. Donc sur les partis politiques, moi, je peux dire que ce que je vois actuellement. Oui. Et ce que tous les Algériens... Le manque de débat, surtout. Ce que tous les Algériens y voient depuis la chape de plomb qui s'est abattue sur le pays à la fin du mois de juin 2019. C'est-à-dire quand Gaïd Salah, après les règnes du pays, il a commencé à emprisonner à tout va les Algériens. Et il a protégé le pays aussi d'une répression violente. Il a dit qu'il était avec le peuple, ce qui est quand même pas mal. Ça. Pour moi, c'est un héros. Oui, on peut dire. Ah, c'est un héros, il faut le reconnaître. On l'a poussé à faire, il l'a pas fait. Faire, c'est encore mieux. Non, il a dit, il dit et fait. Ah, il n'a pas de répression. Voilà. Il a dit, je suis avec le peuple. Moi, je dis chapeau. Là, il a prouvé que c'est un vrai ALN. ALN, c'est pas parce qu'il a emprisonné aussi un commandant de l'ALN. Oui, mais à 17 ans, il prend les armes et il se bat contre la France. Donc il défend l'Algérie, c'est très bien. Là-dessus, on peut dire qu'une chose, il a dit je suis avec le peuple. Mon grand-père aussi s'est battu contre la France. Tout à fait, il y en a qui sont morts, qui ont réussi. Mais lui, il était respectable. Il a été contre les directives qui étaient faites pour pousser à la répression. Il a dit je ne veux pas, je suis avec le peuple. Et une seule nation, un seul drapeau. Et il a cautionné toutes les politiques depuis la venue de Bouteflika en 1999 jusqu'à 2019 lorsque la rue l'a dégagé. Non, il n'avait pas le pouvoir. Vous n'allez pas venir présenter Gaïd Salah comme un héros. Si, moi je prends comme un héros sans problème. Il n'avait pas le pouvoir. Non, mais il n'y a pas de problème. Je prends comme un héros. À partir du moment où il dit je suis avec le peuple, c'est réglé. Ce qui se passe, c'est qu'il aurait pu être violent, il ne l'a pas fait. Et rien que pour ça, chapeau. Parce qu'il n'y avait pas l'opportunité de le faire. Sinon, il va le faire. Les gens qui ont voulu la violence sont en prison aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, je remercie l'Algérie. Lesquels Il faut qu'on passe à d'autres sujets. Les anciens premiers ministres. Je prends les entrées. Ils voulaient de la violence, ces anciens premiers ministres. Bien sûr, ils ont appelé pour faire. C'est connu, ça. Et c'était tous les responsables de Gaïd Salah. Non, pendant 20 ans. Non, pas les responsables de Gaïd Salah. Gaïd Salah a fait son travail de militaire parce que l'armée est la grande muette. Il n'est pas là pour faire la politique et il a raison. Il faut arrêter de penser que l'Algérie est dirigée par l'armée parce que ça, c'est un discours qu'on entend trop souvent en France et qui est faux. Et qui dirige l'Algérie ? Les politiques, ça a l'air de rien, mais c'est les politiques depuis toujours. Toute la classe politique qu'on a actuellement au pouvoir. Laquelle ? Toute la classe politique, c'est le FLN, c'est les RND, c'est tout. Tout le monde est là, il n'y a pas de problème. Avec le président à la tête de l'État. Vous pensez que l'institution militaire ne gère pas ? Non, elle ne gère pas. L'institution militaire garantit la sécurité. Chacun son métier. Voilà. Adel. Donc sur les partis, vous disiez quoi ? Sur les partis politiques, je ne peux pas parler d'un projet de loi que je n'ai pas encore lu. Non, sur le débat, on peut quand même concerter les autres partis politiques. On ne peut pas faire un projet de loi ou une loi avec le RND. Il y a lieu de rappeler qu'un militant qui s'appelle Karim Tabou, il est interdit d'exercer de la politique. C'est un militant politique interdit d'exercer de la politique. Libre. Et qui est interdit aussi de créer son propre parti politique. Alors lui, je ne le connais pas bien, j'ai entendu plusieurs fois ses interventions, je le trouve excessif. Donc moi, à titre personnel, je trouve qu'il est excessif. On ne peut pas tout mettre, tout n'est pas bon, tout n'est pas mauvais. C'est quoi excessif pour vous ? C'est un militant qui exprime ses idées. Moi, j'aime bien les gens qui ont la nuance. Est-ce qu'il insulte ?
Il n'insulte pas. C'est pas ça l'excès. Est-ce qu'il porte des accusations contre des personnes? Non, il ne le fait pas. Non, c'est pas ça l'excès. Il revendique le changement d'une manière radicale dans le pays. Là, et c'est son droit. Là, c'est son droit le plus absolu. C'est la radicalité que j'appelle l'excès. Son droit est garanti par la Constitution. Exprimer des avis politiques est garanti par la Constitution. Manifester sa colère, c'est garanti. Sa colère politique, c'est garanti par la Constitution. Donc Karim Tabou, vous venez de dire à l'instant, il veut radicalement changer les choses. C'est ça que j'appelle de l'excès. Il veut un changement radical. Parce que les replâtrages... Il n'y a pas que Karim Tabou, Gamal. Attendez. Non, parce que je le connais, lui, j'entends. Il veut, comme nous tous, nous voulons un changement radical. Et non pas des replâtrages, parce que les replâtrages ont ramené M. Tebboune à la tête de l'État. Voilà ce qu'on fait des replâtrages. Il a été élu malgré tout, mais quoi qu'il en soit... Après Karim Tabou, vous connaissez Fethi Gharras? Non. Fethi Gharras, c'est le coordinateur national du mouvement démocratique et social, du MDS, l'ancien PAX. Son parti, le siège de son parti a été mis sous scellé. Lui, il a été jeté en prison. Il sort de prison et il est mis sous contrôle judiciaire. Il n'a pas le droit d'émettre une parole politique dans son pays. Troisièmement, est-ce que vous connaissez Abdelwahab Farsaoui? Non, je connais pas. Abdelwahab Farsaoui est président d'une association nationale qui travaille sur la citoyenneté, qui conscientise les gens sur leurs droits. Son association a été dissoute et lui, il a été jeté en prison. Pour quelle motivation? Il n'y a pas de motif, motif clair. Ah, clair, il doit y en avoir. Mais vous parlez de gens que je ne connais pas. Parlons de gens que je ne connais pas. Non. Il dit... Écoutez, l'accusation, c'est quoi? C'est leur partenariat avec des associations étrangères. Ah ben voilà. Donc c'est qu'il y a quelque part un soupçon de trahison. C'est quoi le soupçon? En quoi une association? Je prends un exemple très concret. On a une femme, LFI, ils ont été très bien LFI sur la Palestine, mais ils sont nullissimes sur l'Algérie, LFI. Oui. Qui va en Algérie au moment du Hirak. Elle vient mettre la pagaille. Elle est reconduite à la frontière. Ils ont eu raison. Mathilde Panot. Tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est détestable. Pourquoi elle ne fait pas la même chose au Maroc? Pourtant, il y aurait des choses à dire au Maroc. On n'est pas le même niveau de vie. Simplement pour dire, là, on parlait de gens que je ne connais pas. Je ne pense pas sur les gens que je ne connais pas. Moi, je veux parler d'une personne que je connais, que j'ai vue et qui m'a attaqué violemment sur Internet et qui était assez ridicule. Mais je vais quand même donner son nom. C'est celui qui a monté, enfin, je ne connais pas son nom, je ne me rappelle plus, Radio Sarbacane. À Constantine. Voilà, lui, il m'a attaqué violemment, mais c'était pathétique. Ouais, c'est quoi ces Algériens qui viennent de France pour donner des leçons? Moi, je connais mieux l'Algérie. Ce genre de stupidité. Sauf que lui, dans sa logique, qui est minable, qui oublie que les Algériens de France, je rappelle, apportaient des valises pour la libération de la Révolution. Donc déjà, il faut qu'il se teste. Il dit ça pourquoi? Parce qu'il crève de jalousie. On lui a retiré sa radio. Cet homme-là, est-ce qu'il était respectable par rapport à ça? Vous savez ce qu'il a fait il y a une dizaine d'années? Il a reçu, mais tranquille, Alain Soral pour faire le buzz. Il reçoit le plus gros fasciste anti-algérien de France, le plus gros fasciste anti-algérien. Vous lisez son abécédaire, il insulte l'Algérie de la première à la dernière page, c'est un colonialiste. Il l'a reçu chez Sarbacane. J'ai demandé un droit de réponse pour m'opposer à Soral et ça n'a pas été accordé. Mais ce n'est pas pour ça, ce n'est pas pour ça qu'Abdelkarim Zrelich, avec qui je ne partage pas grand-chose, est interdit aujourd'hui de... Il est interdit parce qu'il dit beaucoup de délire. Il délire complètement, il passe son temps à cartonner. Quand on dit délire, on est interdit de parler. Moi, je rappelle encore une fois qu'Abdelkarim Zrelich a tout le droit justement de venir. Et oui, il n'y a pas de problème. Sans aucun problème, avec plaisir. A été cité ici sur ce plateau. Avec plaisir, sans aucun problème. Je veux dire simplement, juste pour une chose. Vous savez ce que j'aime, moi, dans la mesure, par exemple, je vous dis, la France insoumise, formidable sur la Palestine, nulle sur l'Algérie. Donc je suis mesuré. Les bonnes choses, je l'ai dit, et les mauvaises, je l'ai dit. En Algérie, s'il y a des choses qui ne vont pas, je l'ai dit, il n'y a aucun problème. Et s'il y a des choses qui vont, je l'ai dit. Celui qui dit tout ne va pas, ça va. Après l'exemple de Mathilde Panot en Algérie, je pense que c'est un mauvais exemple. En quoi Mathilde Panot, connaissant son courant politique, il peut faire de mal à notre pays. Non, c'est de la subversion. Vous savez comment on fait du mal à un pays? On met des idées dans la tête des gens. Il est allé en Algérie apporter son soutien. Non, c'est pas un soutien, c'est orienté. À des militants. Oui, des militants de gauche, machin, on connaît la musique. C'est vraiment une façon d'essayer de créer des conditions de révolution qui n'est pas acceptable. On n'est pas dans une situation où on peut accepter ça. Simplement pour dire quoi? Oui, mais moi je suis pour l'évolution. Après, je veux rajouter quelque chose sur les binationaux, parce que ça me tient vraiment à cœur. Et il faut ça. Moi, je suis convaincu que le pouvoir algérien n'aime ni les nationaux ni les binationaux. Non, c'est pas vrai ça. D'ailleurs, il a prouvé là. s'il aimait les binationaux, il n'aurait pas. Non, il a prouvé. Il n'aurait pas instauré. Le président l'a prouvé. Ne l'aurait pas écrit dans noir sur blanc sur la Constitution qu'un binational ne peut pas. C'est de la faute d'un homme.
Ah non, mais c'est la faute d'un homme qui a fait n'importe quoi. C'est système politique. Non, c'est Rachid Nekaz qui est arrivé en faisant n'importe quoi. Il a tellement insulté le peuple algérien alors qu'il donnait de l'espoir qu'ils en ont voulu. Moi, je comprends que cette réaction, je ne suis pas d'accord, mais je comprends cette réaction. Il a fait n'importe quoi. Là, il a montré l'image négative. Mais pour revenir à le mouton, je vais dire des choses qui vont nous voir. Un exemple de ce qui ne va pas en Algérie. La réforme des banques, qui est lente, parce que j'ai vu les banques algériennes, c'est difficile. Cette réforme prend du temps et elle ralentit le développement économique parce que le système bancarisé est vieillot et obsolète. Ça, je pense qu'il faut le changer. Par contre, ce qui va bien, le billet d'avion à 600-800 000 euros, ils ont arrêté ça. Ça, c'est pour les binationaux. Ça prouve que le président veut nous voir revenir. Et on peut avoir un billet à 150-200 euros maintenant. Formidable. Ça faisait 20 ans, 30 ans que ça durait cette histoire de billets excessifs. Ils nous excluaient par le billet d'avion. C'est ça la grandeur d'un pays? C'est un billet d'avion? Non, la grandeur d'un pays, c'est de faire en sorte qu'on ouvre les portes à ces binationaux. Qu'on leur dit investissez chez vous. On peut acheter un appartement maintenant en Algérie, en binational. On peut ouvrir un compte facilement en Algérie. On peut avoir des billets pas chers. On peut accéder à la terre. Il n'y a pas de problème. C'est fini cette histoire. Avant, on n'avait pas droit à ça. Sous Boutef, il ne parlait même pas. Et on n'existait pas pour lui. Passons à d'autres sujets. Nous allons regarder cette petite vidéo. Lors du Conseil des ministres qu'il a présidé hier, le président de la République a insisté sur la nécessité de faire preuve d'une grande fermeté contre les spéculateurs concernant certains fruits et les viandes importées. Il a, dans cette perspective, ordonné de les inscrire sur des listes noires et de leur interdire définitivement toute activité d'importation ou commerciale. Alors, Gamal Abina, donc sur cette histoire de moutons, 1 million de moutons, c'était le cas l'année dernière d'ailleurs, mais bon, beaucoup de rapports, peut-être un peu... Je pense que Gamal a donné son avis sur les moutons, Evret. Non. Tu ne vas pas le coincer dans les moutons. Non, c'était l'intro, ça, c'était juste un petit mot à l'introduction. Non, mais pourquoi revenir à cette histoire de moutons? Je pense que la problématique, ce n'est pas le mouton en lui-même, parce que l'Algérie produit aussi du mouton. La problématique, c'est la spéculation. C'est-à-dire qui est pointé du doigt, d'ailleurs ça a été dit dans le reportage. Les spéculations, on va en parler après. Mais restons un peu sur la question du mouton. Si on importe massivement, le principe, c'est l'offre et la demande. S'il n'y a pas assez d'offres, les spéculateurs ils en profitent pour faire monter les prix. S'il y a beaucoup d'offres, on annonce 1 million de moutons, donc c'est largement suffisant, le spéculateur va être coincé. Est-ce qu'on va vraiment importer 1 million? Parce que l'année dernière, ce n'était pas le cas. Oui, après je ne vais pas regarder les chiffres, mais ce qui est sûr, c'est que l'intention, même si on ne les importe pas, l'intention c'est de dire aux spéculateurs, cherchez pas à spéculer, il y a du mouton qui arrive. Donc votre méthode de garder pour empêcher les gens d'accéder à la viande ne fonctionne pas. D'ailleurs, le président a donné même le prix. 50 000. Oui, mais déjà l'année dernière, j'ai constaté pendant le ramadan. Mais est-ce que c'est le président qui donne un prix? Mais c'est pas justement. Vous venez de parler du marché, de la loi du marché. Non, justement, alors moi je suis content parce que l'Algérie fait une chose que ne font pas certains pays arabes malheureusement. Elle refuse l'ultralibéralisme, le néolibéralisme. C'est-à-dire qu'elle ne laisse pas. C'est tant mieux. Tant mieux, ça nous préserve. Elle ne laisse pas le pauvre être écrasé par ces spéculateurs. Ça a duré longtemps, ces histoires de spéculation. C'est pas arrêté. Vous avez vu les prix qui pratiquaient pendant des années. Là, aujourd'hui, j'ai vu l'année dernière, par exemple, ils avaient imposé un prix à 1200 dinars, je crois, 12 000 dinars, je crois, la viande. C'était imposé. C'était un prix. Et moi, je suis pour ce genre de méthode. Pourquoi? Parce qu'il faut protéger le pauvre. Je dis toujours, un pays fort protège ses faibles. 1200 dinars, pas 12 000. 1200. Ah ouais. Oui, 1200, j'ai une bêtise. Moi, je dis qu'un pays fort protège des faibles. Sinon, c'est pas un pays fort. Mais ça n'existe plus, hein, un kilo de viande rouge à 1200 dinars. Ils l'ont fait pour le dernier ramadan. J'étais au magasin, j'ai vu moi-même, et je suis assez fier. Parce que là, ça n'existe pas. Sur les périodes précises, ils le font. Moi, je pense, c'est presque 3 000 dinars. Gamal, est-ce que tu ne penses pas que c'est la banalisation du Conseil des ministres? Quand un président de la République, il consacre toute une partie de son Conseil des ministres pour discuter du mouton de l'Aïd. Mais qu'est-ce que fait le pays? Non, mais j'ai dit tout à l'heure une chose, c'est 2 dates importantes. Qu'est-ce que font Mais Gamal, cette réaction est chez tous les Algériens sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que fait l'administration locale? Qu'est-ce que fait le ministre de l'Agriculture? Qu'est-ce que fait... mais on parle d'importation, là, c'est une prérogative d'État. L'importation, c'est la prérogative du ministre du Commerce extérieur. Oui, d'accord, mais c'est une grosse somme d'argent, on ne parle pas de petite somme. 1 million, c'est énorme. Moi, sincèrement, j'aurais aimé voir le président de la République algérienne discuter de sujets sérieux. Parler de sujets sérieux, de la géopolitique. Mais il le fait déjà, mais je pense que Mais parler de moutons... Parler de moutons... Mais ça touche le peuple, ça, de dire que ça intéresse à nos conditions quotidiennes, c'est pas mal. Moi, j'ai le résumé d'un confrère de la presse algérienne. Le président de la République a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi définissant les circonscriptions électorales. Je pense que c'est très dépassé.
pour un président de la République de parler des circonscriptions. Je pense qu'il veut vraiment s'investir. C'est vraiment quelqu'un qui bosse. Un président de la République, il peut avoir un regard, c'est normal, sur son ministère de l'Intérieur. Pour ça. Il y a sur même son un gouvernement parallèle. Il peut en parler avec son conseiller aux collectivités locales. Mais parler dans un conseil des ministres, consacrer un conseil des ministres à ça, je trouve franchement... ça, moi, je trouve génial parce qu'il y a des rois fainéants, il y a le président qui bosse. Moi, je vois un président qui travaille, c'est bien. Ainsi qu'à des exposés concernant l'importation d'1 million de têtes de moutons. Déjà, le chiffre, Gamel, tu vas quand même être d'accord avec moi. J'en ai aucune idée, j'ai pas vu les chiffres. 1 million de moutons, je pense que c'est un petit peu exagéré. Ça a été, moi, je pense que c'est un effet d'annonce. Pourquoi pas? Ça a été annoncé l'année passée, mais ça n'a pas... Finalement, on parle de 400 000 qui ont été importés. Oui, mais ça a un impact énorme. Après, la question de la spéculation, oui, tout à fait. C'est une question terrible. Ça casse la spéculation, tout à fait. C'est une question terrible. Pourquoi? Parce qu'on est un pays qui n'est pas organisé aussi. Il faut rappeler aussi que l'année dernière, c'était à 2 mois seulement de l'Aïd, et là, on est quand même à 6 mois. Donc c'est possible. Ils ont décidé. Et le Conseil des ministres... 400 000, donc ça va. Mais regardez, les préparatifs de la saison du pèlerinage et le projet du plan national pour la jeunesse. C'est normal, on a plein Ramadan, c'est logique. D'accord, mais un président de la République sur la question du pèlerinage... On est en plein Ramadan, c'est normal qu'il en parle. Moi, s'il n'en parlait pas, c'est comme quand le président français va dire bonne fête de fin d'année ou joyeux Noël. Ça, c'est normal, on est en pleine période, c'est un mois qui implique beaucoup de gens. Les gens sont fatigués, ils n'ont fait que ça à regarder la télévision. Le président en parle, c'est une bonne chose. Sur les moutons, je répète que l'effet d'annonce, comme on dit, qui a été 400 000, c'est ça l'année dernière. Oui, on parle de 400, 500. Mais l'objectif qui est atteint, c'est quoi? C'est qu'il a cassé un million. Non, l'objectif atteint, c'est casser les spéculateurs. En disant, même s'ils ne sont pas atteints le million, ils ramènent 400 000, le spéculateur est bloqué. Il ne va pas survendre, il sait que c'est foutu. Et ça, c'est une façon de protéger la population, ça me va très bien. Regardons cette vidéo. La spéculation et les spéculateurs servent souvent de prétexte au pouvoir pour anticiper et justifier tout échec de ses décisions. Le communiqué du Conseil des ministres évoque les instructions du président pour un suivi quotidien et strict contre les spéculateurs. Il vise surtout ceux liés à certains fruits et viandes importés, signe de dysfonctionnement dans ce secteur. Le président a ordonné d'inscrire les impliqués sur une liste noire et de leur interdire l'importation ou toute activité commerciale. En évoquant le prix du mouton de l'Aïd fixé à 50 000 dinars, le communiqué revient encore sur la spéculation. Le président demande un contrôle strict de l'importation et de la vente pour lutter contre fraude, contrebande et spéculation. La spéculation est devenue un thème constant dans les décisions liées au marché et au prix. Elle sert aussi de prétexte principal pour expliquer les échecs ou promesses non tenues de la nouvelle Algérie. Alors là, on parle des spéculations, donc c'était dans l'ordre du jour aussi de la réunion d'hier. Et il y a une autre vidéo, la numéro 3, là on voit justement Abdelmajid Tebboune réagir par rapport à cette histoire. بالإضافة إلى المضاربة هناك سيد الرئيس لوبيات سياسية وراء المضاربة. أكيد سبحان الله دي أمور منظمة وقسما بالله العلي اللي نحكموا ما نطالب مهما كان يندم على النهار اللي زاد فيه. إذا كان 30 سنة ما تكفيش نفوت الإعدام. كاش مشكل. عندهم امتداد داخل الإدارة. عندهم امتداد راكم عارفين بلادكم. عارفينها كيما نعرفها أنا. On ne peut pas en finir avec la spéculation. Depuis des années maintenant. Mais c'est normal, les spéculateurs sont pas... C'est pas les lois qui manquent. Non, c'est pas des spéculateurs, c'est que par définition, ce sont des rapaces de l'économie. Ils sont là pour s'en mettre plein les poches. Dès qu'il y a des événements importants, on le voit même en France, en réalité. Quand vous rapprochez les fêtes de fin d'année, le chocolat n'est pas au même prix, on le sait très bien. C'est un phénomène classique de gens qui veulent survendre parce qu'ils font leur chiffre d'affaires pendant le ramadan, on le sait très bien. Donc ce qui se passe, c'est que l'État prend des dispositions pour casser ce phénomène.
Avant, ça n'arrivait pas. Il faut se rappeler qu'avant, ils ne faisaient rien contre la spéculation. Là, il y a quand même une initiative qui est prise. Mais est-ce que c'est des dispositifs qui sont vraiment efficaces contre Oui, la spéculation? Oui, quand on subventionne la viande, c'est efficace. C'est-à-dire que même si la viande, on la vend trop cher, l'État va regarder en amont, mais surtout va subventionner, donne la possibilité au lambda, au moins pour les périodes de fête, de pouvoir payer sa viande à un prix raisonnable. Parce qu'on ne peut pas, c'est un pays de 45 millions d'habitants, on ne peut pas sanctionner tout un pays parce qu'il y a un groupe de prédateurs économiques qui veulent absolument s'en mettre plein les fouilles au moment opportun. Donc c'est difficile la spéculation, c'est un principe mondial, malheureusement, on le sait. Alors c'est plus visible dans les pays moins riches, mais quoi qu'il en soit, la spéculation est un principe, malheureusement, qui est appliqué comme partout. Hein. Est-ce que ce n'est pas l'organisation justement du commerce intérieur et de toutes les activités qui sont liées qui va mettre fin à la spéculation? Alors ce qui pose problème en substance, il y a une organisation qui est en place, qui existe. Ce qui pose problème, c'est les contrôles, qui sont difficiles parce qu'il faut des moyens. Mais surtout, ce qui pose problème, c'est que l'Algérie... Alors, comment un spéculateur peut jouer sur la spéculation? Il y a l'histoire de la poudre de lait qui avait été utilisée par les opposants de l'Algérie, où on a raconté n'importe quoi. Quand on va en Algérie, on a arrosé de lait, mais bon. Mais le spéculateur a fait semblant de garder ses réserves de lait, donc c'était une volonté de rendre rare une matière qui était abondante, pour faire en sorte de rendre la vie difficile à ceux qui la revendent. Parce que moins il y a de lait, plus on le vend cher. C'est un peu comme le morjane, on n'en trouvait pas beaucoup, ça a multiplié le prix par 2, c'est classique. Ouais. Après... ce qui se passe dans un pays en développement, c'est qu'il y a des produits qui sont abondants et d'autres moins. Donc on ne peut pas spéculer sur les produits abondants. Qui va spéculer sur la date? Personne en Algérie. C'est difficile. En revanche, des produits qui sont soit importés, soit une production insuffisante, là on peut spéculer en disant « Ah, mais on importe ». Donc on augmente les prix. Et ça, c'est quelque chose qui doit être réglé par la production nationale. Mais pourquoi Non, moi je veux juste poser une question. Mais parlons sérieusement. Que ce soit avec toi, Houssine, ou avec toi, Gamel. Est-ce qu'un pays qui a un marché parallèle de la devise peut lutter aujourd'hui contre la spéculation? Soyons sérieux. Alors, la devise, c'est un autre problème, parce que la devise intéresse ceux qui viennent de l'extérieur. Le fameux comptoir, enfin ce qu'on appelle le jardin, le square. Donc, tout le monde y va. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a le prix officiel et puis il y a un différentiel à peu près une centaine de points sur le square. Le problème, ça intéresse que les 5-6 millions d'étrangers, nous, enfin étrangers entre guillemets, qui venons en Algérie pour le change. Ce qui pose problème, c'est qu'il n'y a pas encore de bureau de change massivement installé dans ce pays, parce que ce n'est pas un pays touristique, pour faire en sorte qu'on aille au bureau de change. Est-ce que c'est difficile pour l'État d'installer des bureaux de change? Alors, c'est pas que c'est difficile. Plusieurs fois, mais ça n'a jamais réussi. Non, ce qui est difficile, c'est d'en finir avec le marché parallèle. Est-ce que l'État complet, dans l'État souverain, avec toute sa force, tout son pouvoir, ne peut pas régler ce problème? Alors, il pourrait, mais il faut bien comprendre. Ne peut pas déloger, en fait, ceux qui travaillent dans le square pour un cours d'économie, c'est compliqué, mais très rapidement, la monnaie ne vaut que parce que l'économie est forte. Gérer une économie qui est riche de son gaz, son pétrole, et le dinar ne correspond pas à la réalité de la monnaie. Tout comme la Chine a une monnaie faible avec une puissance économique monumentale. Ça favorise les exportations. Donc ça intéresse les Algériens d'avoir une monnaie faible pour pouvoir exporter des produits moins chers. Vous ne pensez pas que c'est parce que le marché est tenu par des dignitaires du régime algérien? Je ne sais pas si c'est dignitaire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés. Par contre, ce que je note, c'est que, prenons le cas du Maroc, parce que le Maroc, c'est évident. Le Maroc a un dirham qui est fixé, d'autorité, qui ne correspond pas à la réalité de l'économie marocaine, surendetté. C'est 12 dirhams pour 1 euro. Ça, c'est un prix fixe imposé. Il n'y a pas de dirham flottant. Ils sont en train d'envisager ça. S'il lâche le dirham, ça va être effectivement un effondrement de la monnaie. Mais l'État marocain est obligé de payer, parce qu'il est obligé de racheter sa propre monnaie. La différence. Et ça coûte énormément d'argent. L'Algérie choisit, elle dit, on laisse filer la monnaie comme l'Italie dans les années 90. Ils ont laissé filer leur monnaie pour garantir les exportations. C'est une politique qui est voulue. Il y a peut-être des gens qui sont intéressés, j'en suis persuadé, pour le marché noir, mais globalement, le marché noir ne fait pas le marché national. Bon, on va prendre une petite pause, juste le temps de boire un petit verre d'eau. يجهزوا نفوسهم إلا للعيد وحتى في العيد كانت فيه نداءات. أنا سميت ودنية ما نسمعش النداء هذا باش يقول لك استورد لنا باش نذبحوا في العيد. ما نستوردش. A few moments later. Concernant l'opération d'importation d'1 million de têtes de moutons à l'occasion de Eid al-Adha 2026, le président de la République a décidé que le prix de vente du mouton importé pour les citoyens ne dépasse pas les 50 000 dinars. Gamal Abina, comment sortir justement de cette situation catastrophique, j'allais dire, et aller vers un État qui écoute vraiment son peuple, qui écoute ses cadres, qui écoute les partis politiques, qui écoute les spécialistes, qui écoute des experts? Non, je ne pense pas que c'est une situation catastrophique. Il y a des changements qui doivent être opérés. On doit effectivement ne pas se tromper. Il y a parfois des acteurs qui ne sont pas à la hauteur. Ça arrive, comme partout. Ici, on l'a eu en France, par exemple, avec le maire. C'est un économiste qui n'est pas économiste. Ça arrive. Mais par contre,
La question qui se Oui, pose, mais c'est quand il y a des experts qui parlent en Algérie, ils sont mis en prison. pas Alors, tous. Il y en a un qui a parlé, qui a dit une chose qui Pourquoi, était un peu- pourquoi ne pas sortir de cette situation? Oui, mais je comprends. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est un pays qui est dans un virage très important économique. C'est un grand virage qu'on opère, avec une vraie diversification qui est opérée. Souvent, des opposants me disent « Oui, l'Algérie, ça bouge pas ». C'est pas vrai. Quand on y va, qu'on va au magasin, qu'on voit que 95%, j'ai bien dit 95%, j'ai fait le sondage moi-même dans plusieurs boutiques, hein, les grands centres commerciaux, mais les petits hanouts. Eh bien, j'ai vu que 95% des produits étaient algériens, c'est une fierté. Moi, je rêvais de ça quand j'étais petit, quand on allait sur Fellah. Oui, J'avais pas ça. Donc, il y a un virage qui est opéré. Et ce qui se passe avec ce président, c'est qu'effectivement, il y a une partie de la population qui l'adore, l'autre partie qui l'aime moins, parce que vraiment, c'est difficile, le virage économique, il faut le prendre. Mais c'est un peu comme à l'époque de Boumedienne. Boumedienne était très critiqué quand il était au pouvoir. Dès qu'il nous a quittés, tout le monde l'a regretté. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte de l'impact. Attendez, monsieur. Gamel, je pense que c'est très simple ce que vous, pour ne pas dire simpliste, ce que vous dites. Après, je pense, si je ne me trompe pas, l'Algérie que vous connaissez, c'est celle de l'UNTV, du journal de 20h, Pas tout à fait, mais... et celle du centre commercial Ardis à Alger. Non, pas du tout. J'ai à Bab el Oued. Bab el Oued et à Gigel. Donc l'Algérie, vraiment du coin, du Douar, comme on dit, du coin... Tu vis en France, quand même. Non, mais quand je Tu vais vas là-bas... pour donner une chronique à 24 et revenir. Non, je fais pas ça. Moi, la vie belle. Pas du tout, je fais pas ça. Moi, je vais voir ma de famille... De l'avion à Sheraton, Pas du tout. du Mais pourquoi vous Sheraton dites au ça? plateau. Il faut lui expliquer Pas du pourquoi tout, vous dites ça. Je vais expliquer. Moi, quand je vais à l'Algérie... Parce qu'en fait, l'Algérie, dans laquelle vit ma famille, mes cousins, pareil. mes voisins, mes amis, mes collègues, dont tu connais une bonne partie, ils me racontent autre chose. Justement. Ils me racontent de la misère sociale. Ils me racontent que le SMIC, J'entends. il est à 24 000 dinars, Oui, il y a un dans SMIC. les environs de 90 euros, dans Oui, mais le ça veut marché rien dire parallèle. Oui, mais en traduction, Ça veut rien dire beaucoup de C'est choses. pouvoir d'achat. Non, ça veut dire Oui. beaucoup de Non, choses. en parité pouvoir Ça d'achat, veut dire c'est beaucoup même de chose. choses. Pourquoi? Un kilo de viande rouge en Algérie, il est aujourd'hui à 1800 dinars. Je vais pas dire, je sais qu'il y a des qualités qui sont Bien sûr. au-dessus, mais je vais prendre la moyenne. J'ai cherché Combien avant vous dites? 1800. dans les 1800 Oui, dinars. c'est ça. Je vais prendre la moyenne. Ça, c'est la moyenne, Et hein, vous- parce qu'en et vrai, est-ce c'est que- 2800. Est-ce que pourquoi je convertis à l'euro? Est-ce que vous savez c'est quoi 1800 dinars Bien sûr. en Algérie? C'est quoi? Ça fait à peu près 10 euros. Enfin, un peu plus. C'est 1000 dinars, c'est à peu près. Mais ça fait quoi en termes de salaire en Algérie? En salaire. En salaire? En proportion de salaire, par rapport au plancher ou par rapport à salaire Ouais. moyen? Parce que salaire, c'est 40 à 50 000 dinars. 45, ouais. Donc c'est plus une journée de salaire pour un Algérien moyen. Est-ce que c'est normal? Mais il y a un truc. Plus d'un Pour un kilo de viande, oui, c'est pour un kilo de viande. Oui, c'est un pays C'est qui. comme ça. Parce que l'Algérienne et l'Algérien qui nous écoutent en ce moment, qui nous regardent sur cet écran, il veut écouter du concret. Un Concrètement, kilo je de vais- viande je vais qui donner concret. dépasse largement sa journée de travail Un kilo de viande. en Algérie. Tous les Algériens Franchement- mangent aujourd'hui à leur faim, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de misère en Algérie, elle a été éradiquée. Non, j'ai pas- mais je- tous non, je les n'ai pas Algériens parlé ont de un toit- ceux non, c'est qui- important, non. Tous les Algériens ont un toit sur la tête. Maintenant, je vais répondre par rapport au Sheraton machin. Moi, quand je vais en Algérie, ma famille vit à Bab el Oued, dans les hauteurs, à Dir au-dessus, à Carrière Jobert. C'est des favelas. C'est pas le paradis, c'est un coin qui est vraiment dégradé parce que le temps a fait son œuvre. Je viens là-bas à pied. Je marche partout. Je ne vais pas en taxi. Je dis le taxi. Quand je vais à Gigel, j'y vais en car. J'ai pris un car pour la Gigel. 6 heures de route, très très long, avec une petite pause. Parce que j'aime connaître l'Algérie telle qu'elle est réellement. Pas seulement celle des hôtels ou des télévisions ou des radios, mais celle du peuple chab. Et quand j'y vais, je regarde ce qui se passe. Je pose des questions. Je me source pour comprendre ce qui ne va pas et pour proposer peut-être des alternatives, de l'amélioration. Mais il faut comprendre que c'est un pays qui a éradiqué la misère. Je parle bien de la misère. Elle n'existe plus en Algérie. Dieu merci. Non, il y a de la pauvreté, il n'y a pas de la misère. La misère, c'est de dormir dans la rue. On n'a plus ça. Ah oui, oui. Voilà, donc il n'y a plus de misère. La misère est éradiquée. On arrive à un seuil, effectivement, le jour où ça va changer, c'est quand on arrivera à tout produire en Algérie sur place. La viande, malheureusement, il y a une partie qui est importée. Donc, il y a Non, la mais tout est spéculation. importé, il n'y a pas. Pas tout, non, il y a la production production, non, il y a la locale. production nationale. C'est quoi comme Fruits et production légumes, fruits et nationale légumes, c'est produit par la. C'est pas grand-chose. C'est considérable, pas- c'est c'est 38 pas milliards grand-chose. maintenant, c'est quand même très important. pas- L'agriculture saharienne, c'est un boom comme jamais. Ouais. Il n'y a aucun pays qui a connu ça. Il faut être très honnête. On est de 30 à 38 milliards, alors qu'il y a encore 10 ans, on était à 25 milliards. C'est des réalités. Il faut voir le Bon, PIB. Ça, c'est les chiffres que donne le. Non, que c'est donne le les gouvernement. chiffres qui sont vérifiés par les Boune, douanes. hein. Non, c'est les chiffres des douanes. Il ne peut pas tricher là-dessus. C'est les chiffres des douanes, c'est les chiffres officiels. C'est les chiffres de la Banque mondiale. Banque mondiale et FMI ont toujours critiqué l'Algérie, avec des croissances très faibles. Là, ils commencent à dire, ouais, bah, on constate Oui, mais réellement les qu'il y a une chiffres de la augmentation. Banque mondiale viennent d'où?
Ils viennent des douanes, tout simplement. Ils viennent de Du l'Algérie. commerce, non, du commerce extérieur. On ne peut pas tricher. Si on dit qu'on exporte tant de... Comment ça, on ne peut pas tricher? On peut pas parce Et que... vous pensez que les chiffres de la douane algérienne sont authentiques? Ben forcément, Non. parce que si, Les chiffres, je vous savez ce qui vient de la détiennent douane les chiffres arrive sur une douane. Non, Gamel, donc il corrobore. Gamel, on ne peut pas tricher. tu sais qui détient les chiffres en Algérie? Ça n'a aucune importance parce que ce qui vient de la douane algérienne arrive sur une douane française, italienne, espagnole. Donc on sait que c'est les mêmes chiffres. C'est facile à vérifier. S'ils trichent sur les chiffres, à l'arrivée, les chiffres sont validés. On arrive à la fin de l'émission. Un dernier mot. Un dernier mot. Sahaftorkum. Sahaftorkum. C'était sûr. Gamel. Pas mieux, Sahaftorkum, ça me paraît très bien dit. Merci Gamel, merci Adel, merci à vous toutes et à tous. À demain, Inch'Allah. Sahaftorkum.